En novembre 2025, la Guinée-Bissau claque la porte d'ECOWAS. En quelques semaines, le général Horda Ananaman transforme un coup de force en rupture assumée, présente le retrait comme un rejet d'une ingérence soutenue par l'Occident, puis officialise l'adhésion à l'AES, donnant aux États sahéliens enclavés un accès direct à l'Atlantique, la possibilité de contourner des ports liés au bloc et un levier nouveau face à une ECOWAS déjà fragilisée par des sanctions levées ou ignorées. Une question s'impose. Que signifie ce tournant pour l'ombre d'Ibrahim Traoré ? Les dominos tombent, la région observe. Ce récit promet de montrer pourquoi ce retrait n'est ni un geste isolé, ni une simple crise institutionnelle, mais un test décisif pour l'ordre régional ouest-africain. L'enjeu central est clair, comprendre ce que la fragmentation d'ECOWAS change concrètement pour la sécurité collective, l'intégration économique et la capacité des États à agir ensemble, derrière les communiqués officiels et les discours de souveraineté. Il existe des coûts, des dépendances nouvelles et des paris stratégiques rarement explicités. L'analyse suit une logique simple, ce que le système offrait avant, ce qu'il fournit désormais et ce qui disparaît entre les deux. Elle met en regard les promesses d'autonomie avancées par les régimes militaires et les contraintes matérielles auxquelles ils restent exposés, notamment l'accès aux marchés, au financement et aux mécanismes régionaux de résolution des crises. Ce cadre permet d'évaluer si la sortie d'ECOWAS renforce réellement la marge de manœuvre des États concernés ou s'il s'agit d'un échange risqué entre contrôle politique immédiat et vulnérabilité structurelle à moyen terme. L'objectif n'est pas de trancher idéologiquement, mais de mesurer ce que cette rupture implique, pour la Guinée-Bissau comme pour l'équilibre régional. En moins d'un mois, un retrait unilatéral met en cause près de 50 ans d'architecture régionale. Ce geste, rapide et sans négociation, révèle une fragilité accumulée qu'ECOWAS n'a pas su contenir malgré sanctions, médiation et rappel aux règles. La décision de la Guinée-Bissau n'émerge pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une séquence de coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, suivie de sanctions largement contestées puis levées ou contournées. À mesure que ces mesures perdaient leur effet dissuasif, l'autorité du bloc régional s'érodait, laissant apparaître une dissociation entre normes proclamées et capacité réelle d'application. Le retrait officialise ce décalage. Il transforme une crise latente en rupture formelle. Dans ce contexte, l'Alliance des États du Sahel propose un cadre alternatif. Né de la frustration face aux pressions occidentales et aux conditionnalités régionales, elle privilégie la souveraineté et la survie politique des régimes militaires. L'adhésion de la Guinée-Bissau apporte un élément décisif à cette construction, une ouverture maritime. Pour des États enclavés, l'accès à l'Atlantique n'est pas symbolique. Il reconfigure les options commerciales, logistiques et sécuritaires, et réduit la dépendance aux corridors contrôlés par des pays restés dans ECOWAS. La portée du mouvement dépasse la Guinée-Bissau. Elle signale aux autres capitales que l'appartenance au bloc n'est plus irréversible. Elle suggère aussi que l'ordre post-colonial, fondé sur l'intégration économique et la sécurité collective, peut être remplacé par des alignements plus idéologiques, soutenus par des partenariats non occidentaux. Dans ce glissement, la figure d'Ibrahim Traoré sert de référence implicite. Son modèle de nationalisme des ressources et de gouvernance militaire inspire une lecture selon laquelle la discipline et l'autonomie priment sur les compromis multilatéraux. La question centrale n'est donc plus seulement institutionnelle. Elle porte sur l'équilibre entre légitimité politique interne et capacités matérielles externes. En rompant avec ECOWAS, la Guinée-Bissau teste une hypothèse partagée par plusieurs juntes que la souveraineté affirmée compensera les protections perdues. Ce pari ouvre une période d'incertitude où chaque décision ultérieure pèsera sur la cohésion régionale. Pour comprendre la portée concrète de ce basculement, il faut quitter les communiqués et observer les acteurs qui le mettent en œuvre. À Bissau, la transition est portée par une junte qui se présente comme pragmatique, moins idéologique que défensive. Le général Horda Ananaman apparaît moins comme un théoricien que comme un gestionnaire de contraintes,
confrontés à un État fragile, à des institutions affaiblies et à une économie dépendante de flux extérieurs. Les premiers effets du retrait se font sentir rapidement. Sur le plan diplomatique, la Guinée-Bissau se retrouve dans une zone grise, ni pleinement intégrée à un cadre régional établi, ni totalement isolée. Les canaux de dialogue changent, les interlocuteurs se raréfient et les garanties informelles offertes par l'appartenance à ECOWAS disparaissent. Dans le même temps, l'alignement avec l'AES offre une reconnaissance politique immédiate auprès de régimes partageant des trajectoires similaires, ce qui renforce la cohésion interne de la junte. Sur le terrain, les impacts sont plus ambigus. Les forces armées restent fragmentées, les capacités logistiques limitées et la sécurité intérieure demeure précaire. Pourtant, le discours officiel met en avant une reprise de contrôle et une clarification stratégique. Ce contraste alimente un sentiment paradoxal, une souveraineté proclamée plus forte, mais des marges d'action encore étroites. Ce rôle de personnage fil conducteur éclaire une dynamique plus large. La Guinée-Bissau devient un laboratoire observé par d'autres États confrontés à des dilemmes comparables. Chaque ajustement, chaque concession, chaque difficulté est scrutée pour en tirer des leçons. L'expérience n'est pas encore concluante, mais elle produit déjà un effet d'entraînement symbolique. L'enjeu immédiat se résume ainsi. La rupture crée de la cohérence politique, mais expose des vulnérabilités structurelles. C'est dans cet espace tendu, entre affirmation et fragilité, que la suite des événements prend forme. La séquence s'ouvre par une décision brutale. Après la prise de pouvoir militaire, le nouveau commandement annonce que l'adhésion à ECOWAS n'est plus tenable. Le retrait n'est pas présenté comme une sanction subie, ni comme une négociation avortée, mais comme un acte souverain, immédiat et irréversible. Cette première étape rompt avec la pratique habituelle du bloc, fondée sur la suspension, la médiation et le compromis progressif. Vient ensuite l'escalade politique. Le discours officiel se durcit, accusant ECOWAS d'avoir dérivé vers un instrument d'influence extérieure incapable de garantir ni sécurité ni développement. Cette rhétorique trouve un écho régional. Les sanctions imposées auparavant à d'autres juntes ont été levées ou ignorées, affaiblissant l'effet dissuasif du mécanisme collectif. La Guinée-Bissau lit cette séquence comme un signal. Le coût de la sortie est désormais inférieur au coût du maintien. Le point culminant survient avec l'annonce de l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Ce choix transforme une rupture institutionnelle en réalignement stratégique. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, enclavés et dépendants de corridors contrôlés par des États restés dans ECOWAS, l'accès au littoral bissau-guinéen constitue un changement de dimension. La géographie cesse d'être une contrainte fixe pour devenir un levier politique. Les routes commerciales potentielles, la projection maritime et la coordination sécuritaire prennent une signification nouvelle. Les répercussions ne tardent pas. Sur le plan régional, ECOWAS se retrouve confronté à un précédent explicite. Si un État peut quitter le bloc après un coup d'État sans subir de conséquences paralysantes, l'autorité normative de l'organisation est remise en cause. Les capitales observent, évaluent et comparent. La cohésion du bloc repose désormais moins sur des règles partagées que sur des calculs nationaux. Dans le même temps, l'AES gagne en visibilité. Elle n'est plus seulement une réaction aux sanctions, mais un projet alternatif revendiquant une gouvernance fondée sur la souveraineté, la sécurité militaire et le rejet des conditionnalités occidentales. Cette dynamique est renforcée par l'influence croissante de partenaires non occidentaux qui offrent soutien politique et coopération sécuritaire sans exigence institutionnelle comparable. C'est à ce stade que la référence à Ibrahim Traoré devient structurante. Son ascension au Burkina Faso et sa posture de nationalisme des ressources servent de matrice idéologique. La séquence bissau-guinéenne s'inscrit dans ce sillage. Expulsion symbolique, affirmation de contrôle étatique et mise en avant d'un développement dirigé par l'armée. La chronologie des événements suggère une diffusion de modèles plutôt qu'une simple coïncidence. Les répliques de cette décision continuent de se propager.
Chaque étape, tout au moins de la rupture initiale à l'adhésion formelle à l'AES, renforce un mouvement de reconfiguration régionale. Ce flux d'événements ne marque pas une fin, mais un point de non-retour. L'ordre existant est contesté, un autre tente d'émerger, et la région entre dans une phase où les choix s'enchaînent plus vite que les mécanismes capables de les réguler. Avant la rupture, ECOWAS reposait sur une architecture construite sur près de 50 années de coopération régionale. Ce cadre offrait aux États membres un accès coordonné aux accords commerciaux, aux mécanismes de médiation et aux dispositifs de sécurité collective. Après la décision bisso-guinéenne, cette continuité est interrompue, et la différence entre avant et après devient mesurable, même sans indicateur macroéconomique détaillé. Premier contraste, le temps politique. Là où les précédentes crises au sein du bloc se réglaient sur des mois de négociations, le retrait s'est effectué en quelques semaines. Cette accélération réduit la capacité de réaction institutionnelle et expose une faiblesse structurelle. ECOWAS n'a pas de mécanisme efficace pour empêcher ou retarder une sortie unilatérale lorsqu'un régime militaire accepte le coup diplomatique initial. Deuxième contraste, la portée géographique. Avant, les États sahéliens enclavés dépendaient entièrement de corridors régionaux traversant des pays restés dans ECOWAS. Après l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'AES, une ouverture maritime directe apparaît. Pour 3 pays sans littoral, ce changement modifie la projection stratégique et logistique. Ce n'est pas un gain immédiat en volume commercial, mais une réduction potentielle de dépendance, ce qui constitue un delta politique significatif. Troisième contraste, la séquence sécuritaire. ECOWAS justifiait son rôle par la coordination contre l'instabilité et les insurrections. Pourtant, au cours des 2 dernières années, les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'ont pas été inversés. Après la rupture bisso-guinéenne, ce constat devient un argument chiffré dans le débat public. Plusieurs sanctions imposées n'ont pas produit l'effet attendu, tandis que les juntes concernées sont restées en place. Le passage du cadre ECOWAS à celui de l'AES ne promet pas une amélioration mesurable à court terme, mais il redéfinit la logique de coopération en privilégiant la survie des régimes. Quatrième contraste, la capacité économique. Avant la sortie, l'accès aux fonds de développement et aux réseaux régionaux offrait une forme de stabilisation minimale. Après, cette protection disparaît. La Guinée-Bissau reste l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une économie fortement dépendante d'une seule exportation agricole et affectée par des réseaux illicites. Le pari consiste à substituer des partenariats politiques à des mécanismes financiers structurés sans garantie de compensation équivalente. Ces écarts chiffrables ou observables alimentent une lecture plus large, portée par le modèle d'Ibrahim Traoré. Son approche repose sur l'idée qu'une perte de soutien institutionnel peut être compensée par un contrôle accru des ressources et par une autonomie stratégique assumée. La comparaison avant-après montre toutefois que cette transition s'accompagne d'un transfert de risques plutôt que de leur disparition. En résumé, les données disponibles dessinent une trajectoire claire. La sortie d'ECOWAS réduit les filets de sécurité régionaux tout en ouvrant des marges politiques nouvelles. La balance entre ces 2 effets n'est pas encore stabilisée. Elle dépendra de la capacité des États concernés à transformer une rupture rapide en résultat tangible dans un environnement où le temps joue désormais contre les structures traditionnelles. Les partisans du maintien au sein d'ECOWAS avancent 2 arguments solides. Le premier concerne la stabilité institutionnelle. Selon eux, malgré ses faiblesses, le bloc régional demeure le seul cadre capable de coordonner médiation politique, gestion des crises et coopération sécuritaire à l'échelle ouest-africaine. En sortir reviendrait à affaiblir davantage des mécanismes déjà fragiles, au risque d'accroître l'isolement diplomatique et de réduire la capacité collective à répondre aux insurrections et au trafic transfrontalier. Le second argument porte sur l'économie. ECOWAS facilite l'accès aux marchés régionaux, aux accords commerciaux et aux réseaux de financement du développement. Quitter ce cadre signifie perdre des soutiens institutionnels, des fonds et une crédibilité internationale, particulièrement coûteuse pour un État à faible capacité administrative et financière.
Dans cette lecture, la souveraineté proclamée ne compense pas la disparition de ces filets de sécurité, et l'adhésion à l'AES ne garantit aucun substitut équivalent. Ces arguments méritent donc d'être pris au sérieux. Pourtant, la réponse des juntes repose sur un constat empirique. Sur le plan institutionnel, ECOWAS n'a pas réussi à inverser les coups d'État récents. Les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été levées, contournées ou ignorées, sans retour à l'ordre constitutionnel. Cette incapacité répétée affaiblit l'argument selon lequel le maintien dans le bloc assurerait une stabilité supérieure. Sur le plan économique, les bénéfices théoriques de l'intégration régionale n'ont pas produit de résultats tangibles pour les populations concernées. La persistance de la pauvreté, la dépendance à une ou deux exportations primaires et l'insécurité chronique nourrissent l'idée que les mécanismes existants profitent davantage aux États dominants du bloc qu'aux membres les plus vulnérables. Dans ce contexte, la promesse d'autonomie stratégique apparaît comme une tentative de rééquilibrage plutôt que comme une rupture irrationnelle. La référence implicite au modèle d'Ibrahim Traoré renforce cette réponse. Elle suggère que la légitimité ne découle plus de l'adhésion à des cadres multilatéraux, mais de la capacité à affirmer un contrôle politique et symbolique, même au prix de risques accrus. Le débat ne se résout donc pas entre efficacité et chaos, mais entre deux paris concurrents, la réforme d'un système affaibli ou la construction d'une alternative encore incertaine. Ce basculement marque un changement de logique plus profond que la simple sortie d'un bloc régional. Avec l'intégration de la Guinée-Bissau à l'Alliance des États du Sahel, l'AES cesse d'être un ensemble défensif de pays enclavés et acquiert une projection maritime. Ce point modifie l'équation stratégique. L'accès à l'Atlantique transforme des contraintes structurelles en options négociables, même si leur concrétisation reste incertaine. Cette révélation médiane tient dans un déplacement du centre de gravité régional. ECOWAS reposait sur l'idée que l'intégration économique et la sécurité collective imposaient une interdépendance durable. L'AES propose l'inverse, une coopération fondée sur l'alignement politique, la souveraineté affirmée et la capacité militaire, quitte à sacrifier la profondeur institutionnelle. L'adhésion bissau-guinéenne matérialise ce choix en donnant à ce projet une dimension territoriale nouvelle. Dans cette reconfiguration, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point d'ancrage symbolique. Son discours de contrôle des ressources et de rejet des cadres perçus comme néocoloniaux sert de référence implicite à cette stratégie d'expansion. La rupture ne vise plus seulement à se protéger d'ECOWAS, mais à démontrer qu'un autre ordre régional peut prendre forme, centré sur l'autonomie et la discipline étatique. À mi-parcours, le constat est net, la question n'est plus de savoir si ECOWAS peut contenir la contestation, mais si l'AES peut transformer cette ouverture géographique en capacité réelle. C'est ce pari, désormais visible, qui redéfinit les lignes de fracture régionale. Les effets de ce réalignement ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils touchent différemment 4 groupes clés, révélant des gains politiques immédiats, mais aussi des vulnérabilités persistantes. Pour les gouvernements, la sortie d'ECOWAS offre une marge de manœuvre symbolique forte. Elle permet aux autorités militaires de présenter leurs décisions comme souveraines, libérées de contraintes régionales perçues comme intrusives. L'alignement avec l'AES renforce une légitimité interne fondée sur la rupture et la discipline. Cependant, cette liberté s'accompagne d'un coût diplomatique, moins de canaux de médiation, moins de garanties collectives et une exposition accrue aux pressions bilatérales. La souveraineté gagnée est réelle sur le plan narratif, mais elle reste fragile sur le plan institutionnel. Pour les forces armées, l'impact est plus direct, l'accès maritime offert par la Guinée-Bissau ouvre des perspectives nouvelles en matière de logistique, de coordination et de projection sécuritaire. Même si ces capacités ne sont pas immédiatement opérationnelles, elles modifient les calculs stratégiques des États sahéliens. Cette évolution renforce l'idée que la sécurité peut être organisée en dehors des cadres traditionnels. Néanmoins, les armées concernées restent confrontées à des limites matérielles, à des chaînes de commandement fragiles et à des défis internes qui ne disparaissent donc pas avec un changement d'alliance. Pour les populations,
Les conséquences sont plus ambiguës. À court terme, la rupture avec ECOWAS ne se traduit ni par une amélioration tangible des conditions de vie, ni par une détérioration immédiate. Les promesses de développement souverain, d'industrialisation nationale et de contrôle des ressources suscitent des attentes élevées, mais l'absence de financement structuré et la dépendance persistante à des économies peu diversifiées rendent ces promesses difficiles à concrétiser rapidement. Le risque est celui d'un décalage croissant entre discours politique et réalité sociale. Pour la région, enfin, l'effet est systémique. Le précédent créé par la Guinée-Bissau affaiblit l'idée d'une intégration irréversible. Il encourage d'autres États à envisager des stratégies de couverture oscillant entre appartenance formelle à ECOWAS et alignement alternatif. Cette fragmentation potentielle complique la coordination régionale sur des enjeux transversaux comme la lutte contre les insurrections, les migrations ou le commerce. Dans cet ensemble de conséquences, la référence à Ibrahim Traoré sert de fil conducteur. Son modèle, fondé sur l'autorité militaire et le contrôle des ressources, inspire une lecture selon laquelle la cohérence politique prime sur l'intégration institutionnelle. Le pari est clair, accepter une incertitude économique accrue pour consolider un pouvoir politique immédiat. Le résultat concret est une région entrée dans une phase d'ajustement instable. Les bénéfices sont visibles à court terme pour les élites au pouvoir, tandis que les coûts structurels restent différés. C'est cet écart temporel entre gains politiques rapides et contraintes durables qui déterminera si cette reconfiguration devient un modèle durable ou un épisode transitoire. À moyen terme, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour la Guinée-Bissau et l'ordre régional qu'elle contribue à remodeler. Aucune n'est certaine, mais chacune repose sur des enchaînements observables. Dans un scénario de base, l'AES se consolide politiquement sans produire de rupture économique majeure. La coopération militaire progresse par ajustement pragmatique, tandis que l'accès maritime bissau-guinéen reste sous-exploité, faute d'infrastructures et de financement. ECOWAS, affaibli mais toujours opérationnel, conserve une partie de ses membres clés. La coexistence de 2 cadres régionaux devient la norme, avec des États qui naviguent entre les deux sans engagement exclusif. Dans cette configuration, les régimes militaires stabilisent leur pouvoir, mais les bénéfices matériels pour les populations demeurent limités. Dans un scénario optimiste, l'ouverture maritime est progressivement transformée en capacité réelle. Des investissements ciblés, soutenus par des partenariats non occidentaux, améliorent les corridors logistiques et renforcent la coopération sécuritaire. L'AES gagne en crédibilité en démontrant qu'elle peut coordonner au-delà du discours. Cette dynamique attire d'autres États en quête d'alternatives, obligeant ECOWAS à se réformer pour rester pertinente. Le modèle inspiré par Ibrahim Traoré s'impose alors comme une référence régionale, non seulement idéologique, mais fonctionnelle, capable de produire des résultats visibles à moyen terme. Dans un scénario pessimiste, les contraintes structurelles prennent le dessus. L'absence de financement, la faiblesse institutionnelle et les tensions internes freinent toute concrétisation des promesses. La Guinée-Bissau subit un isolement accru, tandis que l'AES peine à dépasser la coordination politique symbolique. ECOWAS, malgré ses failles, reste le seul cadre opérationnel pour certains dossiers, marginalisant de facto l'alliance alternative. Dans ce cas, la rupture apparaît rétrospectivement comme un pari coûteux, renforçant l'instabilité sans offrir de gains compensatoires. Face à ces scénarios, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que d'évaluer la situation en termes de victoire ou d'échec immédiat, il faut observer la capacité des acteurs à convertir des choix politiques en mécanismes durables. Le facteur décisif ne sera ni la rhétorique, ni l'alignement symbolique, mais la transformation progressive des structures économiques et sécuritaires. C'est dans cet intervalle, entre intention affichée et mise en œuvre concrète, que se jouera l'avenir de cette reconfiguration régionale. Au-delà des institutions et des alliances, cette reconfiguration touche des trajectoires humaines concrètes. Pour les acteurs économiques locaux, l'incertitude est devenue un paramètre permanent. Les commerçants, transporteurs et petits producteurs dépendent de flux régionaux stables. La sortie d'ECOWAS modifie ses repères sans offrir pour l'instant de garanties alternatives.
Les délais s'allongent, les règles deviennent moins prévisibles et l'adaptation repose davantage sur des réseaux informels que sur des cadres réglementés. Pour les jeunes, le discours de souveraineté résonne différemment. Il offre une promesse de dignité politique et de rupture avec des décennies perçues comme stagnantes. Cette promesse alimente l'espoir d'un État plus affirmé, capable de défendre ses intérêts. Mais elle coexiste avec une réalité marquée par un chômage élevé, une mobilité limitée et des opportunités économiques restreintes. Le décalage entre ambition politique et perspectives individuelles devient un facteur de tension silencieuse. Les communautés rurales, quant à elles, ressentent peu les changements immédiats. Leur quotidien reste conditionné par l'accès aux marchés, aux infrastructures et aux services de base. Pourtant, elles sont souvent invoquées dans la rhétorique officielle comme bénéficiaires futurs d'un développement souverain. Cette projection vers l'avenir crée une attente diffuse, sans échéance claire ni mécanisme visible de redistribution. Dans ce contexte, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un miroir. Elle cristallise une aspiration partagée à un leadership perçu comme ferme et autonome. Toutefois, cette identification symbolique ne répond pas aux préoccupations quotidiennes liées aux revenus, à la sécurité et à la stabilité. Elle nourrit une mobilisation émotionnelle plus qu'une amélioration tangible. L'enjeu pour les populations est donc double. Il s'agit d'abord de comprendre si cette rupture produira des bénéfices concrets à moyen terme. Il s'agit ensuite de savoir combien de temps les attentes peuvent être maintenues sans résultat visible. C'est cette temporalité sociale, souvent plus exigeante que la temporalité politique, qui conditionnera l'adhésion durable ou l'usure progressive du projet en cours. Pour que la rupture avec ECOWAS se traduise en résultats mesurables, une trajectoire opérationnelle s'impose. Elle ne repose pas sur des slogans, mais sur une séquence d'actions coordonnées, limitée par les capacités réelles de l'État. La première étape concerne la priorisation. Les autorités doivent identifier un nombre restreint de projets structurants liés aux infrastructures de base et aux flux commerciaux. Sans cette sélection, les ressources déjà limitées se dispersent et l'effet de levier disparaît. La deuxième étape porte sur la coordination sécuritaire au sein de l'AES. Il s'agit de clarifier les responsabilités, les zones d'intervention et les mécanismes de partage d'informations afin de transformer une alliance politique en dispositif opérationnel. La troisième étape touche au financement. Rejeter les cadres traditionnels implique de négocier des partenariats alternatifs sans hypothéquer la souveraineté revendiquée. Cela suppose des accords transparents, ciblés et évaluables, plutôt qu'une dépendance diffuse à des soutiens extérieurs informels. La quatrième étape concerne la capacité administrative. Sans renforcement des institutions civiles, même un développement dirigé par l'armée atteint rapidement ses limites. Les projets doivent être suivis, mesurés et ajustés. Enfin, une cinquième étape s'impose, la gestion des attentes sociales. La communication politique doit aligner promesses et délais réalistes afin d'éviter une désillusion rapide. Dans cette séquence, l'inspiration tirée d'Ibrahim Traoré reste pertinente comme référence de mobilisation, mais elle ne peut remplacer des mécanismes concrets de mise en œuvre. Cette trajectoire ne garantit pas le succès. Elle réduit toutefois le risque que la rupture se transforme en impasse. En articulant priorité, sécurité, financement et institutions, la Guinée-Bissau peut tenter de convertir un choix politique audacieux en processus graduel. C'est cette capacité à passer de l'affirmation à l'exécution qui déterminera si l'expérience bissau-guinéenne devient un précédent viable ou un avertissement régional. Le fil conducteur revient là où il a commencé, au cœur d'un État fragile cherchant une cohérence. La Guinée-Bissau, longtemps décrite comme instable et périphérique, se retrouve soudain au centre d'une recomposition régionale qu'elle n'a pas entièrement façonnée, mais qu'elle influence désormais. Ce retournement donne au récit une charge émotionnelle particulière, celle d'un pays qui tente de transformer sa vulnérabilité en levier. Le choix d'un alignement alternatif n'est pas seulement stratégique, il est aussi identitaire. Il répond à une fatigue accumulée face aux promesses non tenues et aux cadres perçus comme lointains. Dans cette dynamique, la référence à Ibrahim Traoré
agit comme un rappel constant d'un idéal de fermeté et de contrôle, même lorsque les conditions matérielles restent défavorables. Ce rappel nourrit une énergie politique, mais expose aussi à une épreuve de réalité. Le motif qui se dégage est celui d'un pari assumé. La rupture crée un sentiment de reprise en main, presque cathartique, après des décennies d'incertitude. Pourtant, chaque symbole appelle une traduction concrète. Chaque déclaration attend une preuve. L'émotion collective repose sur l'espoir que cette fois, le changement ne sera pas seulement discursif. La phrase qui s'impose comme conclusion est simple et sans emphase. La souveraineté déclarée ne suffit pas. Elle doit se construire, se mesurer et se maintenir dans le temps. C'est dans cette tension entre aspiration et endurance que se joue désormais l'avenir bisso-guinéen. Cette recomposition régionale dépasse le cadre d'un seul pays ou d'une seule alliance. Elle interroge la manière dont les sociétés ouest-africaines conçoivent désormais la coopération, la souveraineté et la responsabilité politique. Entre intégration multilatérale imparfaite et affirmation nationale risquée, les choix se multiplient sans offrir de solution évidente. Ce flou ouvre un espace de débat plutôt que de certitude. Observer cette trajectoire invite à dépasser les lectures binaires. Il ne s'agit ni de célébrer une rupture comme émancipatrice par principe, ni de défendre des institutions affaiblies par réflexe. Il s'agit de suivre les effets concrets, d'écouter les signaux faibles et de comparer les résultats plutôt que les intentions. La région entre dans une phase où les modèles coexistent, se concurrencent et s'évaluent mutuellement. Pour le public, l'enjeu est aussi intellectuel. Comprendre ces dynamiques permet de replacer chaque annonce dans une chaîne de causes et de conséquences sans céder à l'urgence émotionnelle. La question reste ouverte. Cette reconfiguration produira-t-elle un nouvel équilibre durable ou révélera-t-elle les limites d'une souveraineté affirmée sans capacité suffisante? C'est Rachid.